Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Et aujourd'hui nous allons parler de l'Académie Jedi. Donc je suis toujours en compagnie de Durs. Et oui, toujours là, fidèle au poste. Alors pour ce podcast on va déjà commencer par les remerciements pour les commentaires des auditeurs. Donc on a vu sur iTunes il y en avait 2 nouveaux commentaires. Donc on avait Roytal ou Roytal, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et Obi-Wan 15. Alors arbitrairement je vais décider de mettre plus un point à Obi-Wan 15 dans le classement de notre top fans, parce qu'il a dit quand même que son commentaire est vachement classe. En parlant du podcast, le passeport de tout fan de Star Wars qui se respecte à écouter absolument. Donc, moi j'ai trouvé ça classe. Ouais, Voilà. c'est la classe. Donc plus un point. Voilà. Donc actuellement, Obi-Wan passe en tête parce que les autres sont tous Parce à que c'est 0. le seul à avoir un point. Voilà, parce qu'en fait on vient arbitrairement de commencer un classement. Donc si vous voulez des points, n'hésitez pas à parler de nous. Voilà. Léchez-nous le cul, c'est bien, ça marche. Ah. On va le nettoyer avant quand même. Hein. Bref. Ouais, franchement, on est sympa. Hein. Merci aussi à Apache Kraken, donc sur le réseau Holocron, qui est présent sur le réseau Holocron, qui nous corrige concernant le dernier épisode. En fait, on a dit que c'était Freedom qu'on affrontait à la fin de Jedi Academy. C'est absolument pas le cas, c'est Mark Aragnos. Effectivement, et autant vous dire, enfin bon, ça c'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà, j'aurais préféré affronter Freedom, ça aurait été plus simple. J'aurais mis peut-être 3 secondes au lieu de 4 pour le tuer. Voilà. Donc au sommaire de cet épisode, l'Académie Jedi, la crise de la flotte noire et la crise des documents de Camas. Donc ils sont trois événements assez importants. Alors l'Académie Jedi, c'est pas réellement un événement, ce qui est important c'est sa refondation par Luke Skywalker, dont on va en parler un peu plus en détail. Je n'ai pas confiance en Lando. Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui. Mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis. Alors on commence donc avec l'Académie Jedi. Donc Luke souhaite reformer l'ordre Jedi. Il installe une académie dans l'ancien temple qu'occupait l'Alliance lors de l'attaque de la première étoile noire, donc sur la lune de Yavin 4, lune forestière. Il développe une technique qui lui permet de repérer les recrues potentielles, les gens qui sont sensibles à la force. Et grâce à cette technique, il découvre deux apprentis, donc ça va être les 2 premiers apprentis de Luke. Strin, qui est un mineur de gaz Tibana autour de Bespin, il me semble. Il habite sur une des plateformes de Bespin, avec pour seule compagnie des oiseaux, enfin une sorte d'oiseaux locaux. Et Gantoris, qui... Les animaux de la forêt. Le gars, en fait, c'est une princesse Disney. Et Gantoris, qui est lui par contre est très impatient et avide de pouvoir. Donc les deux personnages sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. En parallèle à la découverte de ces 2 apprentis, Yann et Chewie sont en mission sur Kessel pour la République. Ils sont capturés par Morud Doul. Je sais pas comment ils ont décidé de le... Ouais, je pense que c'est Doul. Et envoyés dans les mines d'épices où ils rencontrent Kyp Durron. Alors Kyp Durron, c'est un personnage qui deviendra assez important dans l'univers étendu par la suite. On en parlera un peu plus. Ils parviennent donc à s'échapper, à voler un vaisseau, et pendant leur échappée, ils sont poursuivis par les hommes de Morud Doul, et ils s'enfoncent dans l'amas de la gueule. Donc je crois que c'est un amas de trous noirs ou d'astéroïdes, je sais plus. Et ils découvrent un complexe impérial qui est dirigé par l'amiral Natazi. C'est l'amiral Natazi Daala, donc son nom de famille c'est Daala. Comme le hasard fait bien les choses quand même. Hein. Voilà, qui pareil deviendra très importante par la suite de la Nouvelle République, mais bien des années plus tard. Alors, elle va les capturer. Donc encore. Voilà, donc ils tombent de Caribansila. Et ils vont rencontrer les concepteurs des étoiles de la mort, dont l'un des 2 s'appelle Quixux. Donc c'est QWI et XUX. C'est pas très... Enfin, ça fait très... Voilà, Quixux. Et ils découvrent qu'une 3e étoile noire est en construction. Donc ça n'augure rien de bon. Ils s'échappent, encore, mais cette fois avec l'aide de Quixux, aux commandes du broyeur de soleil,
qui est une arme capable de faire exploser les étoiles. Ce que je trouve radicalement beaucoup plus dangereux qu'une étoile noire, mais après... Oui, beaucoup plus. Kyp Durron étant sensible à la force, il rejoindra l'Académie Jedi et il suivra les enseignements de Luke, aux côtés de Tion et de Cam Soluzar, donc 2 nouveaux apprentis qui vont rejoindre l'Académie. Mais bien sûr, ça se passe pas non plus comme dans un Disney, hein. Encore que un petit peu. Une sombre puissance s'est réveillée sur Yavin 4 parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand même un seigneur Sith très puissant qui s'est installé sur Yavin 4 pendant longtemps. Il y en a même 2 qui s'y sont installés. Il y a eu donc Naga Sado qui est le premier Sith arrivé là-bas, et il y a surtout eu Exar Kun qui a mené une guerre dévastatrice que vous avez pu écouter dans les dans les épisodes précédents. Donc l'esprit d'Exar Kun séduit Gantoris, puisque Gantoris est assez avide de connaissances et de pouvoir, donc il est très facilement manipulable. Ce dernier, il se fabrique même un sabre laser, donc ça étonne un peu Luke quand même qu'il sache se fabriquer un sabre laser comme ça, un peu à l'arrache. Mais bon, à la rigueur, j'ai envie de dire. Après, s'il a reçu l'enseignement d'un Sith... Oui, mais Luke le sait pas qu'il a reçu l'enseignement d'un Sith. Ce qui l'étonne juste, c'est que Gantoris soit capable de se fabriquer son propre sabre laser. Oui, du coup, il va plus se douter de quelque chose. Là. Voilà, bon, Luke tente quand même de raisonner le jeune homme qui s'ensuit par un duel et qui ne blessera aucun des 2 participants. Ouais, j'aurais cru que Gantoris aurait pu perdre un membre. Oui. C'est l'habitude chez les Jedi. Ils aiment bien se démembrer les uns les autres. Mais Gantoris comprend qu'en fait, que ça sert à rien d'aller trop vite. Il a bien vu que même s'il était aidé par un seigneur Sith, il n'était pas plus puissant que Luke. Donc il se range rapidement du côté de Luke, il comprend ses erreurs. Mais bien sûr, Exar Kun ne veut pas laisser filer son apprenti comme ça, et il va, son spectre en fait, ou sa présence on va dire, va attaquer Gantoris une nuit, et en essayant de se défendre avec son sabre laser, il ne fera que se tuer. Voilà. Voilà, une bonne raison de ne pas jouer avec des sabres laser. Suite aussi à une attaque d'Exar Kun, une attaque psychique, Luke est plongé dans une sorte de sommeil. Et Kyp Durron, lui, devient, on va dire, le nouvel apprenti d'Exar Kun et succombe au côté obscur. Parce qu'il a quand Yan et Chewie l'ont découvert, il était esclave dans les mines de Kessel, dans les mines d'épices de Kessel. D'ailleurs, dans cette mine, c'est une petite anecdote quand même, il y avait probablement une ancienne Jedi qui était là parce que c'était caché et puis que du coup elle voulait pas faire usage de la force, et c'est elle qui a enseigné à Kyp à se servir un petit peu de son pouvoir. Il était très très loin de savoir faire ce que pouvait faire même un enfant de Jedi, parce qu'il avait vraiment même pas comme Marajad quoi, il avait vraiment aucun... Ah ouais, mais c'était des bases, en gros il était capable de déplacer des objets, mais il n'avait pas conscience de ses capacités. Pour lui, c'était un peu Luke au départ, c'est capable de faire bouger des cailloux, mais des vaisseaux, ça lui semble complètement improbable. Donc Kyp succombe au côté obscur. Dans son délire, il efface la mémoire de Quick-Sux, donc c'est pour éviter qu'elle continue à fabriquer des super armes pour l'Empire. Il vole le temps, si elle s'est enfuie avec Yan et tout, elle aurait pu faire des super armes pour la République. Elle aurait pu, oui, mais c'était dangereux, c'était contre la vie des Jedi. Enfin, en fait, ce que fait Kyp là, c'est qu'il fait quelque chose de bien, mais il le fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, il a de bonnes intentions, mais il le fait mal, et du coup, c'est pour ça qu'il sombre un peu du côté obscur. Il vole également le broyeur de soleil et fait sauter une étoile en... Ça, c'est bien plus grave. Voilà, qui emporte le destroyer impérial, le dernier destroyer impérial de l'amiral Daala. Et il se rend sur Carida pour y faire sauter la base impériale. Sauf qu'il apprendra par la suite que son frère était sur Carida et que donc du coup il est responsable de la mort de son frère. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise ce qu'il est devenu et qu'il essaye en fait qu'il va revenir sur ses pas pour on va dire quitter le côté obscur. Voilà, il va revenir du côté obscur pour expier ses fautes. De son côté, Leia est au centre d'un complot politique,
parce que suite à une erreur de pilotage, l'amiral Akbar s'est échoué sur la planète, j'ai oublié, s'est échoué sur une planète, mais en fait c'était un sabotage, c'était pas réellement une erreur de pilotage qui a été orchestrée par un autre calamari, donc un congénère de Akbar, qui lui travaillait pour l'Empire. Et ce congénère, donc qui s'appelle Terphen, a fourni aux impériaux les coordonnées de la planète Anot, qui est la planète où est caché Anakin Solo. Parce que Leia étant présidente de la République, c'est assez... chancelière, ils utilisent vraiment le terme présidente. Leia est devenue présidente de la République. Il me semble, ouais, c'est pour ça... présidente... C'est pour ça que... Non, elle est à la tête de la République. Elle y restera pas longtemps. Mais justement, le problème, c'est que, étant donné que Anakin est jeune, très jeune, et qu'il est incapable de se défendre, il a été caché pour sa sécurité. Sur Yavin 4, grâce à l'ensemble des Padawan et de Jacen et Jaina Solo, donc les deux autres enfants de Leia et de Han Solo, Luke sort de sa torpeur et le spectre d'Exar Kun est définitivement vaincu. Yann est parvenu à ramener Kyp Durron sur le droit chemin, il le reconduit de nouveau à l'Académie Jedi et Luke accepte de le prendre de nouveau comme apprenti malgré ce qu'il a pu faire. Kyp Durron va passer les épreuves et devenir chevalier Jedi plus tard. Un raid dans l'amas de la gueule va mettre fin va anéantir le complexe impérial qui s'y trouve caché et va justement venir à bout de la 3e étoile noire qui était un petit peu opérationnelle, on va dire. Jamais 203. Hein. Voilà. Mais franchement, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent se méfier à ce point-là d'une étoile noire quand tu vois qu'ils ont un truc qui détruit les soleils, quoi. Oui, mais ça, je vais y revenir. Donc, l'amiral Akbar arrive donc sur Anot assez tôt pour sauver Anakin Solo et sa nourrice Winter. Alors pour la petite toujours Winter. Voilà, pour la petite anecdote, Winter deviendra la femme de Tico Selchuk par la suite. Et Winter, c'est pas une nourrice comme les autres, elle faisait partie des renseignements de la République. C'est l'intendante de Leia qui la suit un peu partout. Elle a une mémoire photographique, s'il me semble. Tout à fait. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été extrêmement connu, qui était très utile du coup à la République. Enfin, et à la Alliance Rebelle avant qu'elle ait ce truc. Oui, elle a fait partie des renseignements, elle a été espionne. Elle a aussi organisé beaucoup l'Alliance quand elle était encore à ses débuts. Ouais. Donc, même si elle a maintenant un rôle de nourrice, elle a surtout un rôle de garde du corps et elle reste assez efficace, on va dire. Maintenant, je voudrais parler de 2 romans, particulièrement de l'épisode 1 et 2 de la série Moi, un Jedi. Alors, c'est une histoire qui est particulière car elle raconte exactement ce qui se passe à l'Académie Jedi, donc dans les 2 romans, l'Académie Jedi. Mais d'un autre point de vue, en fait, du point de vue de Corran Horn. Corran Horn, donc le pilote de l'escadron Rogue, qui s'est découvert un héritage de Jedi. Sa femme a été enlevée et il va être obligé, en gros, de suivre une formation de Jedi, donc en même temps que les autres personnages, de façon à pouvoir aller la libérer. Donc le premier tome de Moi un Jedi, c'est Corran Horn à l'Académie Jedi de Luke Skywalker qui va raconter les mêmes événements de son point de vue avec des trucs en plus, et c'est assez bien fait parce que ça ne contredit pas ça rajoute juste un point de vue. Et ouais, j'avais beaucoup aimé pouvoir relire en fait la même chose mais avec vraiment un autre mais point en de vue. différent. Voilà, c'est en différent parce que Corran a un peu plus, si dans l'Académie Jedi on est très spectateur de ce qui se passe, là on a beaucoup plus le point de vue du personnage, ses ressentis vis-à-vis des différentes situations. Voilà. Et également à l'Académie Jedi il en apprendra beaucoup sur son passé. Et maintenant on va attaquer avec la crise de la flotte noire. Luke, ne t'abandonne pas à la haine. Elle te conduirait au côté obscur. Alors, en ce qui concerne la crise de la flotte noire,
Alors en fait, il s'agit des Yavetas qui réclament le droit de rester neutre et de ne pas prendre part dans le conflit qui oppose la Nouvelle République et les vestiges de l'Empire. Les amiraux de la République trouvent cette requête particulière et ont des doutes vis-à-vis des Yavetas. Peu de temps auparavant, en fait, des destroyers qui escortaient le Sabre Noir, un méga laser, sont portés disparus. Obligé de faire ça. Étant des anciens esclaves des impériaux, les Yavetas avaient les capacités et visiblement les possibilités de voler du coup ces vaisseaux. Ce qu'ils ont effectivement fait, vu qu'ils ont une nouvelle flotte, et du coup les Yavetas commencent à massacrer des populations entières dans une épuration ethnique titanesque. Oui, ils ont dit on est les plus forts, les autres on les tue. Chacun son style, écoute, voilà, ils ont envie de tenter un nouveau truc. De son côté, Luke part à la recherche de sa mère avec Falanassi Akana. Alors il voyage sur de nombreux mondes à la recherche des adeptes du courant blanc, qui est une autre philosophie de la force, différente des Jedi. Luke et Akana en profitent pour beaucoup se rapprocher l'un de l'autre. Une autre histoire encore en parallèle, Lando, R2, C3PO et Lobo. On se demande ce qu'ils foutent ensemble quand même. Hein. Oui, mais bon, voilà, fallait replacer tous ces personnages, alors j'ai envie de dire, ils arrivent un peu là. Ils sont à la recherche d'un mystérieux vaisseau qui aurait détruit plusieurs frégates impériales. On apprendra du coup qu'il s'agit en fait d'un vaisseau vivant. Ouais. Yann Solo, lui aussi est dans l'histoire et conduit les renforts destinés à la 5e flotte de la République, mais il est capturé par les Yavetas. Au cours de quelle action d'ailleurs il peut se faire capturer comme ça Si les destroyers c'est des interdictors, ils peuvent les sortir de l'hyperespace et capturer le vaisseau. Enfin, c'est pas, ça me choque pas qu'ils aient capturé. Et Yann Solo et tous les renforts du coup. Alors ça c'est une bonne question, mais Yann Solo est capturé. En soi dans l'histoire ça influe assez peu quand même mine de rien. C'est juste l'anecdote. C'est juste histoire de placer Yann Solo quoi. Voilà. Du coup retour à Luke qui apprend que Akana du coup lui a menti au sujet de sa mère et qu'elle ne connaît absolument rien d'elle. Du coup le Jedi en profite pour demander à la doyenne des Fanassi d'aider la République contre les Yavetas. Refusant d'utiliser toute forme de violence, la doyenne accepte du coup de l'aider en créant une illusion faisant apparaître des dizaines de vaisseaux sur un champ de bataille. Lors du coup de la bataille contre la flotte des Yavetas. Devant cette apparition, les Yavetas une bonne partie de la flotte des Yavetas finit par fuir. Mais certains restent et du coup il s'ensuit un combat relativement difficile entre la République et les Yavetas, qui est toujours remporté par la République. Luke finit par rejoindre Lando qui est toujours prisonnier du vaisseau vivant qui appartient en fait au peuple Kela. Ils y découvrent que le vaisseau a pour but de recréer la race des Kela. Et c'est à peu près tout. On n'a pas vraiment en fait de suite. Lando et Luke s'enfuient, enfin Lando et tout le groupe s'enfuient du vaisseau Kela. Mais pas de suite quant au fait de ce qui adviendra de ce vaisseau et de cette race, visiblement. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ouais, alors en fait, moi j'ai quelques petites remarques à faire sur ce bouquin. Donc on nous redonnera à la fin de l'épisode les différents bouquins, les périodes qui correspondent. Mais en gros, on a une crise qui est très importante qui met les armées de la République et des Yavetas face à face. En parallèle, on a l'histoire de Luke qui reste intéressante puisqu'il est à la recherche de sa mère. Et il va apprendre qu'il y a d'autres voies que la Force qui existent, enfin d'autres voies que l'ordre Jedi. Même si quand même il en avait croisé pas mal déjà. Ah, je sais pas s'il il en avait croisé tant que ça. Je sais qu'on en croise au détour des histoires. Bah, il en avait déjà au moins croisé une ou deux, quoi. Il me semble d'autres personnes utilisateurs de la Force qui utilisent ça d'une manière légèrement différente. Par exemple les femmes, les espèces d'Amazon. J'ai perdu leur nom. Bah, c'est les Falanassi justement. C'est les Falanassi ? Eh ouais, c'est les Falanassi. Et l'autre peuple qu'on croise, qui est pas mal, c'est les Gensarai, qui sont des... Ils ont des enseignements issus des Sith, puisqu'en fait, c'est des Sith qui ont été abandonnés par leur maître et qui ont qui ont essayé de parfaire leur formation par eux-mêmes, qui sont rencontrés par Corran Horn dans justement les Mois 1 Jedi,
ce qu'on a dit juste avant. Donc, non, il y en a pas tant que ça en fait qui sont croisés. Jacen Solo, on Il n'y en a croisera. pas tant que ça, mais on s'aperçoit que les Jedi sont quand même pas les seuls. Quoi. Non, Il y a effectivement. quand même pas mal d'utilisateurs de la Force. On a croisé d'une manière aussi vraiment les différente. sorcières de Dathomir et les sœurs Voilà. de la nuit. Voilà, C'est c'est ça ça les dont je Amazones, parlais, ouais. les sorcières de Dathomir. Mais à chaque fois, c'est des courants issus des Jedi en fait. C'est-à-dire que les sorcières de Dathomir, c'est ni plus ni moins qu'un Jedi, une Jedi qui a été bannie sur une planète et dont les descendants ont gardé Certes, mais elle a initié un nouveau courant. Voilà, malgré d'utilisation de la Force. malgré elle. Les Falanassi, on a peu d'infos sur leurs origines à proprement parler. Mais par exemple, les Jensari, eux, oui, c'est exactement la même chose que les sorcières de Dathomir. Ils ont été abandonnés avec une formation incomplète. Je crois que les Falanassi sont assez anciens par rapport aux autres. Donc c'est pas très étonnant. Voilà, donc après tout ce qui concerne Yann, Lando, pourquoi R2D2 et 6PO sont avec Lando et pas avec Yann ou avec Luke, ça c'est complètement inexplicable. L'existence de ce vaisseau vivant, le vaisseau Kela, qui est censé Visiblement, on n'a être une aucune sorte- influence en plus sur la suite des événements. Voilà, C'était donc- juste à rajouter, à mon avis, une petite. C'était voilà, juste avoir les personnages, donc c'est pas très important. Je trouve un peu dommage d'avoir mis un conflit de cette envergure-là avec plein d'autres petits trucs qui servent à rien autour, quoi. C'est un peu dommage. Bon, mais c'est juste un détail. Et on va continuer avec une autre crise, donc la crise des documents de Camas. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire le Vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millennium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Seigneur Ador. Monseigneur, nous les avons. Donc la crise des documents de Camas survient alors que la République et les vestiges de l'Empire s'apprêtent à signer un traité de paix. Ce traité de paix est pas vraiment du goût de tout le monde puisque la plupart des mofs impériaux veulent quand même gardent espoir de retrouver l'Empire tel qu'il était sous Palpatine et donc mettent un peu des bâtons dans les roues aux dirigeants actuels des vestiges qui est d'autre que le grand amiral Gilad Paelon, donc qui était l'ancien amiral aux ordres du grand amiral Thrawn. Et du côté République, tout le monde est d'accord ou il y a aussi un peu d'opposition Non, je pense que tout le monde... il doit y avoir des opposants, mais je pense que tout le monde est assez d'accord pour mettre fin au conflit, on va dire ça. Il a fait beaucoup de morts de partout. Voilà, je pense que c'est... Même au sein de l'Empire, il y en a quand même beaucoup, notamment parmi les soldats qui sont assez pour le traité de paix. Ceux qui veulent garder, qui ne veulent pas du traité de paix, c'est ceux qui ont du pouvoir à perdre, donc les mofs et les gouverneurs territoriaux. Voilà, donc et le document de Camas en fait, puisque Camas était une planète à l'origine, et tous les Kamassi étaient des opposants à l'Empire sous Palpatine, de farouches opposants à l'Empire, même si très pacifiques. Et Oui, la c'était planète tous a un peu été des philosophes ou des trucs comme ça, quoi. Pas vraiment Voilà. des guerriers, surtout des fait. sages. Et donc la planète a été ravagée, pour l'exemple, par l'Empire. Sauf que la liste donc le fameux document de Camas fait apparaître une liste de noms des botanes ayant collaboré avec l'Empire pour la destruction de Camas. Parce que Camas avait des boucliers. Et en gros, il y a des botanes qui ont participé à la désactivation, on va dire, de ces boucliers-là. Donc ça fait beaucoup de bruit puisque les botanes sont censés être des farouches défenseurs de la République. Qui les ont, soi-disant, toujours soutenus, justement, en faisant du renseignement. Voilà, c'est des spécialistes du renseignement. Et ils n'hésitent pas à rappeler systématiquement que ça leur a coûté très très cher de rapporter les plans de la deuxième étoile noire. Oui, et que sans ça, la République serait pas là. Et Voilà. du coup, ils sont dans leur bon droit d'être aussi présents du coup dans la République. Donc la population se divise en deux camps, ceux qui sont pour une punition violente de tout le peuple botane, parce que
Cette liste, en fait, c'est plus une rumeur qu'une liste clairement diffusée publiquement. On sait que, enfin, cette liste existe. Il y a quelqu'un qui menace de la dévoiler. En gros, c'est plutôt ça l'idée. Donc, sans plus d'informations, il y a les extrémistes qui veulent détruire tous les Botanes, punir tous les Botanes pour cette trahison. Et ceux qui estiment que la population entière de Botaoui ne devrait pas payer pour les erreurs de juste quelques-uns de ces bonhommes. Heureusement d'ailleurs, mais bon. Toujours est-il qu'il y a ces deux camps. Donc pour éviter que la crise enfle, beaucoup de personnalités de la République se mettent à la recherche de ces documents, donc notamment le contrebandier Talon Card, qui va chercher son mentor, donc George Cardass, qui est lui aussi un ex-contrebandier, qui a conservé un réseau de renseignements absolument gigantesque. Normalement le meilleur réseau de renseignements de la galaxie. Luke et Marajad se rendent sur Nirawan, qui est une planète, parce qu'apparemment, dans mon souvenir, il y avait un signal de détresse. Ils ont capté un signal de détresse venant de là, ou je sais plus, enfin il y a quelque chose qui les a emmenés sur cette planète. Et voilà, ils vont sur cette planète. Yann et Lando partent pour Bastion, c'est la planète, on va dire le siège impérial, plus ou moins la base secrète des vestiges de l'Empire. Ouais. Et Leia et Elego Sakla, donc Elego Sakla qui est l'ambassadeur Kahamasi, vont à la rencontre du grand amiral Paelon. Les Moff, qui étaient pas très contents de ce traité de paix, vont en prime engager un acteur qui s'appelle Flim pour jouer le rôle du grand amiral Thrawn ressuscité. Ce qui va semer vraiment la confusion et la peur au sein de la galaxie, puisque la campagne de Thrawn a fait énormément de dégâts, avait vraiment affaibli la République. Oui, la peur qu'il représente est toujours en fait assez présente dans l'esprit des gens. Et ce qui fait qu'ils pourraient croire quand même que Thrawn ait pu revenir et être ressuscité, c'est ils ont déjà reconnu l'empereur qui est déjà ressuscité, donc. Oui, voilà, donc ça se trouve, ils disent peut-être que c'est aussi un autre clone. Bon, sauf que là, quand même, l'amiral, donc le grand amiral Gilad Paelon, qui est le chef des armées de l'Empire, a un gros doute sur la réapparition de son ancien supérieur, et ça a toujours été un homme de réfléchi, posé, qui fonce pas sans réfléchir, et surtout un homme très intègre. Même s'il a fait partie de l'Empire, qui on va dire clairement étaient les méchants, pour lui c'était le pouvoir en place, c'était l'Empire. Donc oui, il faisait preuve d'une certaine droiture et il faisait son métier bien, quoi. Donc lui, c'est pas parce que on annonce le retour de Thrawn qu'il va tout de suite retourner sa veste et se remettre à taper sur la République. Au contraire, il va essayer de comprendre pourquoi ce personnage est revenu, et il va plutôt essayer d'aider la République à il va faire preuve de comment dire, de soutien. Il va soutenir la République dans cette épreuve. Voilà. Alors, donc parmi toutes ces petites équipes qui vont à la recherche de ce fameux document de Camas, Yann et Lando se verront remettre par le faux amiral Thrawn un document falsifié, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle, avec uniquement des noms de botanes haut placés. Donc, ce qui est intéressant pour l'Empire, c'est de pouvoir, on va dire, éliminer des personnalités botanes très importantes au sein de la République. Oui, ce qui pourrait la fragiliser, donc. Voilà. Le document, par contre, retrouvé par Talon Card auprès de George Cardass, est une preuve de la duperie des Moff et du faux amiral Thrawn. Donc du coup, ça va permettre de discréditer la liste donnée à Yann et Lando. De leur côté, Luke et Mara vont découvrir une forteresse cachée contenant des bases de données immenses, dont les fameux documents de Camas, puisque c'est c'est une forteresse impériale, et les documents de Camas sont une liste de noms botanes créés par les impériaux. Voilà. Grâce à ces différents éléments, la crise est endiguée très rapidement, puisque finalement elle ne va pas déboucher sur un conflit ouvert. Ça va être très... qu'on va dire. Et du coup, est-ce qu'il y avait des botanes connus dans le... Alors ça... non. Pas de description de mémoire, pas de botanes connues.
Et Luke et Mara ont profité donc de cette escapade pour se rapprocher l'un de l'autre. Et ils parlent déjà de mariage. Voilà. Donc c'est la fin de la crise des documents de Camas qui aurait pu vraiment faire très mal à la République. Mais bon, c'est pas ça s'est assez bien terminé. Pour on va donner maintenant les noms des romans. Donc pour l'Académie de Jedi, c'est bêtement les romans l'Académie de Jedi. Il n'y a pas très compliqué. Pour Moins un Jedi, c'est Moins un Jedi, voilà. Pour la crise de la flotte noire, c'est le roman Les Spectres du passé qui va revenir. Et pour la crise des documents de Camas, c'est La Main de Trône, 2 romans écrits par Timothy Zahn. Donc c'est pour ça qu'on retrouve exactement les mêmes personnages que dans La Croisade Noire du Jedi Fou, parce que Timothy Zahn a simplement réutilisé ses propres personnages pour alimenter son bouquin. Donc alors pourquoi La Main de Trône ? Simplement parce que la forteresse que Luke et Mara ont trouvée, quand on la regarde de loin, c'est une main avec les 5 doigts tendus vers le ciel, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une main. Tout bêtement. Et il me semble, alors après c'est vraiment de mémoire, parce que ça fait vraiment un bail que je les ai pas lus. Il me semble que dans la forteresse, ils découvrent des cylindres de clonage à destination de l'Amiral Thrawn justement, et que la base de données qui était présente avait pour objectif de rééduquer le clone pour avoir assez de connaissances pour qu'il puisse revenir et reprendre les rênes de l'Empire. Sauf que ça n'a pas marché parce qu'il me semble qu'il y a eu un problème dans les cylindres de clonage, donc ça a foiré. De cette forteresse, ils vont extraire beaucoup d'informations, notamment ce qui est devenu le baron Soon Tyrfel, donc qui est le beau-frère de Wedge Antilles, ex camarade de chasse impérial, on va dire, de Yan Solo, et un des plus grands pilotes de l'Empire. Ils vont enfin découvrir ce qui s'est passé. Donc il est parti dans les régions inconnues sur la planète des Chiss. Voilà. Et c'est la fin, voilà, de ces 3 pages d'histoire. Et on va faire avec le débat du mois. Un grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. Et donc le débat du mois nous a été donné hier soir par Alustriel. Merci à toi, sans toi on aurait galéré. Voilà, sur le mariage des Jedi. Alors la question réelle, c'était pourquoi il y a eu un changement d'attitude des Jedi vis-à-vis du mariage entre l'ère pré-républicaine, enfin pré-nouvelle république on va dire, et l'ordre Jedi vu par Luke Skywalker. Donc on va faire un débat un peu plus large que ça. On va remonter aux origines du mariage chez les Jedi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors les Jedi n'ont pas le droit de se marier de base parce qu'ils n'ont pas le droit de se reproduire. C'est surtout ça en fait l'idée, c'est que la Force est quelque chose de très puissant et on a vu apparaître des personnages utilisant la Force, que ce soit des Sith ou des Jedi ou même toute autre créature utilisant la Force très puissante, et c'est en fait pour éviter les lignées de Jedi qui pourraient du coup gagner en puissance à chaque génération, qui risquerait du coup de déséquilibrer un peu la Force en fait, non ? Voilà, il y a une partie de ça, mais aussi l'idée de empêcher des trucs on va dire un peu surpuissants de se reproduire et limite de prendre le contrôle de la galaxie par exemple. C'est ce qui semble tout à fait logique, c'est que il faut que ça soit contrôlé. Oui. Ils peuvent pas faire l'idée c'est pas de créer des armées de Jedi et on va dire par la reproduction.
Oui, bien entendu. C'est plus un ordre, une vocation, c'est voilà. Donc il y avait cet aspect-là. Il y avait cet aspect aussi où un Jedi ne doit pas s'attacher. Et à partir du moment où il a une famille, il est forcément attaché à quelque chose. Oui, que ce soit sa femme ou ses enfants, c'est évident qu'il peut faire il peut faire d'eux une priorité. Ce qui n'est pas, en fait, vraiment... On a vu ce qui s'est passé avec Anakin. Ouais, voilà, disons qu'en fait, ils veulent éviter que du coup, les Jedi puissent faire une priorité. Leur souci de toujours être la galaxie entière et pas leur personne ou les gens qui leur sont proches. Et par conséquent, vu qu'il doit avoir un regard un peu plus à l'écart, on empêche qu'ils s'attachent à des personnes. Et il est vrai que le mariage, ça se fait souvent quand deux personnes sont très attachées l'une à l'autre. Après, il y a toujours eu des exceptions pour différentes raisons. On va citer déjà, premièrement, les Jedi coréliens, qui étaient, même s'ils étaient formés par des Jedi, avaient quand même une certaine indépendance et avaient plus ou moins le droit, c'est-à-dire que c'était pas, il n'y avait pas de punition, il n'y avait rien derrière. S'ils le faisaient, ils avaient le droit de fonder une famille. C'est pour ça qu'on avait notamment la famille Alcyon, entre autres, dont le dernier connu en tant que Alcyon, c'était Nija Alcyon, qui était le père de Corran Horn. Et plus tard, les enfants de Corran Horn. C'est parce qu'ils ont été indépendants et qu'en gros, ils produisaient, on va vraiment parler en termes de production, ils produisaient leur propre Jedi pour défendre leur planète. C'est tout, il n'y avait absolument rien d'autre là derrière. Ils voulaient rester très indépendants. On a vu aussi quand il y avait des familles, des lignées de Jedi, ce que ça pouvait donner dans l'Ancienne République, avec la famille Drey, quand on avait parlé de l'Ancienne République, qui était une famille qui avait quand même réussi à réunir suffisamment de moyens, de fonds, parce que c'était deux familles très riches qui se sont réunies, dont les descendants étaient des Jedi. Ils ont créé une sorte de lignée de Jedi qui derrière avait des moyens financiers absolument monstrueux, et on a vu que ça a très rapidement dérivé puisqu'ils ont créé une sorte de cellule indépendante du Conseil Jedi qui n'était pas surveillée, qui n'était même pas connue de l'ordre Jedi, et qui avait pour seul objectif d'empêcher le retour des Sith par tous les moyens, quitte à tuer des apprentis Padawan sur la base d'une simple vision sans aucune autre information. Donc c'est pour ça que pendant toute la période de l'Ancienne République, le mariage des Jedi a été très controversé. C'est que, comme disait Anakin, on n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit d'avoir des enfants, on n'a pas le droit de s'attacher, mais on a le droit d'aimer. Et en gros, mais c'était l'amour en tant que compassion. Oui, voilà, qui était autorisé. Ce que les Jedi veulent voir, c'est pas vraiment de l'amour, c'est de la compassion. Et plus, pas un amour dirigé, c'est un amour vers le monde, vers la vie. L'amour de son prochain, quoi. Voilà, c'est un peu tout. Alors que un attachement personnel en fait à quelqu'un en particulier, c'est là que les problèmes du coup surviennent. Et alors pourquoi ça a changé avec Luke ? Déjà parce que Luke, au moment où il reformait l'ordre Jedi, il a toujours eu, pour lui ça a jamais été... je veux dire, quand on est éduqué dans un système, on peut suivre ce système. Lui, il a toujours été éduqué. Normalement, en fait, c'est un fils de fermier. Lui, il a toujours vu des gens ensemble. Ça l'a jamais choqué. Et c'est vrai que du coup, étant donné qu'il doit reconstruire tout un truc, et déjà qu'il commence sans aucune base, Obi-Wan lui a presque rien dit du coup sur Ordre Jedi comment ça se passait. Du coup, il va reconstruire en fonction de ce que lui il s'imagine. Et visiblement l'opposition au mariage ne fait pas partie vraiment de l'univers de Luke, donc ça me semble normal qu'il voit pas ça d'un mauvais œil en fait. Non, puis je veux dire, l'ordre Jedi est complètement dépeuplé, donc il n'y a pas cette même menace qui pèse sur la galaxie. Je veux dire, 4 ou 5 Jedi qui font des gosses,
ça représente rien. Si maintenant vous avez 5000 Jedi qui commencent à faire des gosses et à se reproduire, Comme des petits lapins. voilà, c'est un peu plus gênant vis-à-vis de la sécurité de la galaxie. Après, même s'il y a eu beaucoup de mariages au sein de l'ordre Jedi, je penserais notamment à Luke et à Mara, à Tion et Cam Soluzar. Il y en a eu 2-3 autres, mais j'ai plus les noms en tête. Si, je crois qu'il y a... Enfin, c'est pas vraiment un mariage, mais il y a eu Jacen Solo et je crois que c'est Teneniel Dio, qui est la fille de Tenelka et du prince Isolder, qui était donc une sorcière de Dathomir, qui a suivi un entraînement au temple Jedi et qui s'est vraiment rapproché de Jacen, même s'il lui a coupé le bras pendant l'entraînement. Mais c'est ce qu'on appelle la marque l'amour Jedi. vache. Voilà, ils ont eu un enfant qui a été plus ou moins caché parce que elle était l'héritière d'un grand de l'empire en fait. Enfin, c'est pas un empire, c'est de la confédération appienne. Voilà, donc le mariage, c'est même dans les considérations politiques, ils peuvent pas. Ça a été toujours interdit de prendre part dans une organisation politique. Donc là, c'est vrai que le nouvel ordre Jedi mis en place par Luke Skywalker, on a des Jedi qui sont des dirigeants d'empire ou de confédération, qui sont des héritiers, qui sont Oui, puis ils sont très présents. clairement du côté de la République, de toute manière. Ils ont clairement choisi un camp. Hein. Oui, et surtout, comme l'étaient avant les Jedi, mais ils sont surtout plus ancrés dans la République. Si on regarde dans les principaux Jedi, on a Luke. Jacen et Jaina qui sont directement attachés à Leia, qui est elle-même une politicienne très importante de la République. Donc ça fait 3 Jedi très proches du pouvoir de la République. Donc il y a beaucoup d'implications pour ça. Le mariage en tant que tel, je pense que si c'était une facilité scénaristique de pas toujours laisser le personnage seul. Disons que pourquoi lui il n'aurait pas le droit à l'amour. Parce que Luke s'est toujours rapproché dans les. Là on l'a vu avec Akana, c'est Akana, ouais, ça. Ouais. Qui des Falanassi, avec qui il a eu une aventure. Une aventure. Il y a eu également. Il y a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. D'autres femmes. Il y a eu plein d'autres femmes plus ou moins rattachées à la Force. Il y avait Gaeriel de Bakura. Il y a eu Callista qui était une Jedi également qui a été coupée de la Force. Enfin, ça a toujours été. Il a jamais envisagé en fait de vivre seul. Donc à partir de là, l'ordre que lui va reconstruire ne sera pas basé sur un principe de vie solidaire. Oui. Après, peut-être que dans l'avenir, ça c'est possible aussi, peut-être que dans l'avenir, les Jedi n'auront plus l'autorisation de se marier ou d'avoir des enfants. Mais jusqu'au moins en 125, après la bataille de Yavin, où on peut voir encore donc, des héritiers de Kat Skywalker et son père Cole Skywalker, donc père décédé, mais Kat Skywalker qui est donc un des descendants, donc c'est l'arrière-petit-fils ou l'arrière-arrière-petit-fils de Luke Skywalker, qui lui aussi a une copine et après je sais pas s'ils vont avoir des gosses, mais c'est le dernier descendant connu des Skywalker, donc il y a toujours une lignée qui est très présente. Oui. Voilà. Sinon, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire sur le mariage. C'était, je pense que c'est déjà pas mal. Donc on va passer aux questions des auditeurs. Et en fait on n'en a pas. Et ouais, parce qu'en fait j'ai tout répondu. Il y avait eu il y avait eu la mort de Jar Jar, mais ça c'était la dernière fois je crois. Oui. On l'avait déjà répondu, donc ça me semble que c'est tout. Et si, une question, enfin c'est plus ça n'a rien à voir avec l'univers étendu, c'est plus
on m'a posé la question, quelle BD de Star Wars est-ce que tu me recommanderais? Moi je conseille les BD Clone Wars. Donc la série, il y en a une dizaine de chez Delcourt qui retrace c'est plein de petites histoires avec un fil conducteur principal. Donc on va croiser beaucoup de personnages, notamment Anakin, Obi-Wan, Kinlan Vos. Il y a pas mal d'éléments de la guerre. Enfin, c'est basé entièrement sur la guerre des clones. Et les chevaliers de l'ancienne République, avec toute l'histoire de Zayne Carrick, qui est aussi une très très bonne histoire. Après, toutes les BD sont assez correctes, mais c'est les deux plus grosses séries, je crois, à l'heure actuelle, qui se suivent, on va dire, réellement, avec les Legacy. Les Legacy sont très bons aussi. J'ai quand même une petite préférence pour les Clone Wars et les Anciennes Républiques, parce que c'est entremêlé en fait avec ce qu'on connaît déjà. Les Legacy, c'est vraiment basé sur un nouvel arc. Donc tous les personnages principaux sont morts ou ont disparu, et on part on coupe, on repart à zéro. Alors que Zayne Carrick s'est pris un peu dans les guerres mandaloriennes et l'apparition de Revan. Et la guerre des clones, c'est en plein milieu des films, donc ça reste des épisodes intéressants. Voilà. Et il me semble qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc je sais que c'est un épisode qui est assez court par rapport à d'habitude, parce que les tranches d'histoire sont pas très très longues. Par contre, pas très très intéressante des fois. Oui, effectivement, c'est vrai que la crise de la flotte noire et la crise des documents de Camas, on aurait pu ne pas en parler, parce que ça n'a pas changé radicalement le côté de la galaxie, surtout la crise des documents de Camas, puisqu'il n'y a pas de conflit ouvert à proprement parler. La seule qui a joué un peu, c'est la flotte noire, mais c'est tout. On est très très loin d'une grosse guerre qui prend part dans toute la galaxie. Par contre, prochain épisode, voire 2 prochains épisodes, je ne sais pas du tout, on attaque le nouvel ordre Jedi. Ça va être assez dense. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages. Je sais absolument pas comment on va structurer ça. Est-ce qu'on fait un résumé vraiment très rapide de l'histoire, ou alors est-ce qu'on essaye de détailler vraiment épisode par épisode? N'hésitez pas à le dire d'ailleurs si vous voulez quelque chose de très détaillé ou plutôt. Voilà, je pense que la plupart vont dire on va un truc super détaillé, mais. On fera ce qu'on peut, mais. Voilà, on fera ce qu'on peut, parce que c'est vraiment très dense. Ça représente sur les 110 bouquins parus, je crois, il y a 110 bouquins parus aux éditions Fleuve Noir. Il y en a une vingtaine, rien qu'une vingtaine au niveau du Nouvel Ordre Jedi. Ce qui représente tout petit peu moins de 20% de l'histoire, donc c'est très très long. On a mis déjà 3 épisodes pour faire 9 ou 10 romans, donc pour en faire 20, je sais pas comment, je sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Donc voilà. C'est voilà. Et voilà. Je dis toujours voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Voilà. Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour au mois de décembre, début décembre, pour un nouvel épisode sur le Nouvel Ordre Jedi. Ciao. Au revoir. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu es chaud. Alors petit aparté post-production, puisqu'une erreur s'est glissée dans l'épisode, ce n'est pas les Spectres du passé, enfin le livre de Timothy Zahn, Spectres du passé, qui retrace la crise de la flotte noire, puisque Spectres du passé fait partie des 2 livres justement qui constituent la série La Main de Trône, mais en fait il s'agit simplement des livres La crise de la flotte noire, tout simplement, qui relate cette histoire. Voilà, c'était histoire de corriger.